5, 4, 3, 2, 1. יש הצלחת שיגור! ובראשית יצא לדרך, לירח. J'ai rejoint la mission de Bereshit en tant qu'ingénieur système sur la mission. Donc c'était ma première mission spatiale. 6 mois avant le lancement, je me rends compte qu'on a un nouveau challenge, c'est comment concilier la mission avec le Shabbat. Et là, par rapport à ce problème-là, j'ai pensé à mon ami de longue date, le Rav Shraga, qui est spécialiste dans ce domaine-là de halakha et technologie. Un jour, il vient et me demande, est-ce que arrêter de faire ce qu'il fait et aller dans un projet que dans leur but, ils veulent arriver sur la Lune. Pour moi, ça m'avait l'air un peu de la science-fiction. J'ai dit, tu es sûr que c'est quelque chose de sérieux? Il m'a dit, oui, mais on va avoir beaucoup de questions de Shabbat. Une des questions qu'on a essayé de traiter est la solution qu'on a fait. Comment on navigue vers la Lune pendant 2 mois? Déjà, on a traité... Tu disais qu'il n'y a personne dans la... Et il n'y a personne dans le... C'est-à-dire notre challenge, c'était sur Terre. C'est-à-dire que Exactement. dans la salle de contrôle, comment une personne religieuse dans la salle de contrôle, puisque l'engin spatial était inhabité, c'est-à-dire c'était juste une sonde, mais comment un juif religieux sur Terre, en Israël, dans la salle de contrôle à Yehoud, devait se comporter pendant Shabbat. Et en fait, la navigation vers la Lune devait prendre 2 mois. Il y a plusieurs Shabbatot qui sont dans les 2 mois. Il y a plusieurs ingénieurs religieux qui sont là. On ne parle pas d'exiger à tout le monde de faire le Shabbat. C'est important du Shabbat. Mais déjà, le minimum, c'est les ingénieurs religieux qui sont là-bas qui veulent pratiquer le Shabbat. Et pas seulement ça. Le chef du projet, c'était un religieux orthodoxe qui voulait vraiment garder et conserver le Shabbat comme il faut. Moi, je leur ai dit, je viens, je regarde, je guette, et je vous dis avec qui parler, et tout s'arrangera. Et la vérité, ils m'ont un peu piégé. Parce que je suis arrivé, il y avait les directeurs du projet, les directeurs de l'endroit, les vice-présidents, il y avait Ariel, ils étaient tous là-bas. Ils m'ont enfermé presque dans la chambre. Ils m'ont dit, voilà, tout est ouvert pour toi, tu peux tout regarder, mais donne-nous la solution. Et en fait, de ce jour-là, je peux dire que vraiment ma vie a changé parce que d'abord, c'était vraiment intéressant. C'est des sujets pratiques qu'on ne savait même pas qu'on pouvait les adopter dans la performance de la technologie. On avait un astronaute israélien qui était il y a 2 semaines. On a un astronaute religieux qui va aller dans quelques mois. Il y a des écoles qui ont des projets dans l'espace. Et aujourd'hui, j'ai plein de sujets comme ça que je me occupe. Et c'est hyper intéressant. Si vous m'avez dit pourquoi je suis avec un pied dans la Torah, un pied dans la vie quotidienne, ben aujourd'hui, je suis un pied dans la Torah et un autre pied, je ne sais pas si à terre ou dans l'espace. Tu te rappelles ce que je t'ai dit? J'ai dit, ça va te prendre peut-être du temps, mais je pense que ça va être intéressant. Alors c'est intéressant. Déjà, comment manipuler l'heure de l'envoi, le jour de l'envoi? L'engin a été envoyé sur le vaisseau de SpaceX, sur le fusée de SpaceX, était envoyé vendredi matin. C'est-à-dire l'heure israélienne vendredi matin, l'heure américaine jeudi soir. C'est pas par hasard, ça a été fixé comme ça, avec beaucoup de calculs pour pouvoir conserver le Shabbat et encore des autres calculs. Et le jour et la date on dit pas atterrissage, on dit l'unissage parce que c'est la Lune. Mais déjà, comment on devait faire plein de calculs. On a rajouté des kilomètres entiers dans les calculs pour garder le Shabbat. Mais après, comment naviguer? Alors pour la navigation, on avait des grands défis, des grandes questions. Mes épaules ils sont un peu étroites pour des questions comme ça. J'ai présenté cette question au grand rabbanim d'Israël, au Rav Zalman Nechemia Goldberg, un des grands Talmidei Chachamim du siècle, on peut dire, parce que c'est quelqu'un de sage qui a beaucoup de connaissances dans le monde entier et dans la Torah. Avec le Rav Yitzhak Yosef, le grand rabbin d'Israël. Les rabbanim lui disent que s'il n'y a pas de danger de vie, alors c'est dur de traiter une histoire comme ça. Et on leur a répondu, bien sûr, que s'il y avait un danger de vie dedans, peut-être la réponse aurait été plus claire et il n'y aurait même pas eu une question. On avait des échanges de lettres et on a réussi à ajuster la bonne solution pour le projet. En gros, qu'est-ce qu'on a fait? Shabbat, la chambre de contrôle, la chambre où on envoie les données vers la Lune, elle ne travaillait pas Shabbat. Ça veut dire vendredi à midi, ou avant Shabbat, on a fermé cette chambre de contrôle, on a passé toutes les données à une autre chambre, une chambre qui contrôle les satellites. Maintenant, les satellites, ils ont des raisons de sécurité qu'on ne va pas parler comme ça, mais ils ont des bonnes raisons pour travailler Shabbat. Là-bas, on leur a mis un écran où ils pouvaient voir la situation de l'engin Bereshit. Si jamais il y avait un problème, ils pouvaient appeler les autres ingénieurs pour
manipuler. Mais comment ils vont manipuler Shabbat? Pour ça, on a fait des tas de manipulations avant pour que d'abord, Bereshit va pouvoir travailler Shabbat seul. Deuxièmement, on a développé des systèmes technologiques avec des performances très très sophistiquées qui permettent à trouver des solutions si jamais il y a un problème, il y a un crash ou il y a un problème de l'engin. Et c'est des solutions, pas seulement qui a été valable technologiquement, mais c'est des solutions qui ont reçu leur validité par tous les rabbinim d'Israël. Quand j'étudie tous les rabbinim, c'est le Rav Eliashiv, c'est le Rav Zalman Nechemia Goldberg, c'est le Rav Yitzhak Yosef, c'est de tous les grands rabbinim ont validé en fait cette solution et qui nous ont permis en fait de rentrer un protocole de Shabbat dans le projet. Finalement, on n'avait pas besoin d'utiliser toutes ces méthodes, mais ça a tranquillisé les chefs d'équipe de savoir que si jamais il y a un problème, il y a aussi une bonne solution qui est valable à tout le monde. Ça a permis en fait deux choses. Ça a permis aux ingénieurs religieux de faire part dans ce grand projet fascinant, et ça a permis aussi au public religieux et au monde entier de voir comment on peut faire en fait un projet tellement important tout en gardant notre tradition, notre valeur. C'est pas que les fondateurs de SpaceIL ou les entrepreneurs de SpaceIL étaient forcément religieux, mais étant donné qu'il y avait plusieurs ingénieurs qui étaient religieux, le chef de développement était religieux, pour nous c'était important le Shabbat, c'est-à-dire qu'il y a eu des conséquences. Le fait de respecter le Shabbat a été de ne pas faire de manœuvres durant le Shabbat, qui ont eu des répercussions directes sur le fait d'utiliser plus d'essence pour arriver jusque la Lune. Et on peut dire qu'ils l'ont bien respecté. C'est-à-dire qu'on a déplacé une manœuvre qui, d'un point de vue calcul d'ingénierie, aurait dû être en plein Shabbat, à presque 1h du matin Motzei Shabbat, pour qu'on ait le temps de revenir après le Shabbat à la salle d'opération, qu'on ait le temps de faire les analyses des données et de pouvoir envoyer à la sonde les commandes pour faire la manœuvre. C'est-à-dire que c'est toute l'équipe qui s'est organisée pour ne pas faire de manœuvre durant le Shabbat. Et donc ça a des implications directes sur le projet et qui ont aussi des conséquences donc, sur le timing et sur l'argent, des conséquences directes sur l'essence, l'argent. Il y a eu un prix au fait de respecter Shabbat. On voyait SpaceIL comme une mission nationale, c'est-à-dire c'est vrai que c'est une mission privée, c'est vrai qu'on est parti pour mettre le drapeau d'Israël pour la Lune, mais il y avait un aspect qui était là, qu'on voulait rallier tous les membres de la société, et c'était en même plus que d'Israël, c'est-à-dire que les Juifs du monde entier se sont alliés à cette mission-là, ont vu ça comme quelque chose d'extraordinaire, et c'est pour ça que la direction de SpaceIL était d'accord de payer ce prix-là pour dire que c'est important pour les Juifs, donc on va le faire. Quelques jours avant la fin de la mission, les ingénieurs m'ont demandé quel bracha on peut faire quand l'engin va se poser sur la Lune. Et moi, je sais que tout le monde connaît en fait la phrase de Neil Armstrong quand on est arrivé sur la Lune. Petit pas pour l'homme, grand pas pour l'humanité. Et la première phrase qu'on va dire, tout le monde va s'appeler. Mais c'est un vaisseau spatial du peuple juif. Et on leur a répondu de dire tout simplement Shechianu. Et mais pas seulement dire Shechianu. On a fait un joli feuille où il y a écrit Shechianu. Et avec Ariel, on a réussi à avoir l'autorisation de le rentrer dans le protocole d'alunissage. Ça veut dire que quand l'engin a dû se poser sur la Lune, tout le monde va se lever, il aurait dû dire Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam shechianu v'kiyimanu v'gianu lezman hazeh. Et cette feuille-là était dans la chambre de la mission. Et malheureusement, on n'a pas dit shechianu. Et déjà, c'était. L'intention était. Mais l'intention était, voilà. La mission de Bereshit ne s'est pas terminée exactement comme on l'a prévu. C'est-à-dire que durant l'alunissage, on a eu un problème dans un des senseurs qui a causé une panne de moteur, l'arrêt du moteur et une arrivée un peu brutale sur la Lune. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Bereshit est sur la Lune, le drapeau d'Israël est sur la Lune, même un peu profondément, mais pour nous les ingénieurs, c'était un défi auquel on avait rêvé. Et pour nous, c'était un rêve d'arriver pour la première fois de mettre le drapeau d'Israël sur la Lune, même si on n'était qu'à 99% et pas à 100%. Pour nous, c'était vraiment réaliser un rêve. C'était un grand succès
de réussir, d'arriver jusqu'à la Lune. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a eu que 7 nations qui sont arrivées jusqu'à la Lune. Première fois qu'une sonde privée arrive sur la Lune, là où juste des nations d'un ordre hors de grandeur, c'est-à-dire c'était se mettre rentrer dans la Ligue des Champions avec des budgets, très petits budgets. Et c'est ça en fait qui a impressionné le monde dans cette mission, c'est comment rentrer le secteur privé, comment arriver à faire avec des petits moyens ce que les autres font, les autres agences spatiales internationales font avec des budgets qui pour nous n'étaient même pas, on n'était même pas proche de ça, comme je dis, des frais d'ouverture du dossier. Et comme on le sait, il y a eu l'annonce de la suite de Bereshit, donc les aventures continuent avec Bereshit 2, les nouveaux défis, nouveaux challenges, mission un peu différente, de se reposer sur la Lune, mais dans 2 endroits différents, c'est à suivre. Vous savez c'est quoi envoyer un engin vers la Lune? Plein de calculs, plein de... Dans cette époque-là, Ariel, il a appris chez moi la smicha, les rabbanot. Pour être rave, tous les soirs, il venait au kollel et on se retrouvait et il étudiait. Mais c'était un des meilleurs élèves. Il trouvait, je ne sais pas comment il trouvait la force. C'était pas tous les soirs, c'était quelques fois dans la semaine. Mais des fois, il était tellement fatigué parce qu'il a travaillé la nuit pour envoyer l'engin vers la Lune. Il était là-bas debout pour étudier et il a terminé ses études rabbiniques tout en envoyant un engin vers la Lune. Je crois que c'est ça qui est spécial. Il y a plein d'ingénieurs dans le monde, mais un ingénieur qui réussit à envoyer un engin vers la Lune et réussir à garder, à consacrer du temps pour l'étude, pour la neshama, pour son âme, je crois que ça c'est extraordinaire. C'est assez rarissime.